Bonsoir à tous, mes chers amis. Alors, là où les familles pourraient développer la question, d'un côté, on va dire la famille, c'est de l'essentialisme. Hein. C'est un terme qu'on entend parfois aujourd'hui. Voilà, quand on dit là, c'est de l'essentialisme. On fige, hein, comme s'il y avait un modèle familial excluant et discriminatoire. Et contre cet essentialisme, il s'agit au contraire, ou il s'agirait d'accueillir les réalités existentielles concrètes. Ou alors, la famille serait l'idéologie familialiste, comme disent certains sociologues actuels, et il faudrait au contraire, contre cette idéologie, faire preuve de pragmatisme. Et le rôle justement du ministère des Familles, ce serait d'être dans ce pragmatisme. Alors, on voit bien ici que même quand on ajoute un S à famille, pour désigner la famille traditionnelle, la famille homoparentale, la famille monoparentale, la famille recomposée, etc. Même quand on ajoute un S, il faut bien reconnaître qu'on est obligé d'utiliser toujours le même mot, le même nom, famille. Que veut dire famille au singulier? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui fait qu'une famille est une famille, même si on met un pluriel? Et donc, d'une certaine manière, la question demeure, qu'est-ce qui fait la réalité d'une famille? Alors, avant d'aborder cette question, il faudrait réfléchir un petit peu sur ce problème qui est un problème épistémologique. Alors, c'est un terme un peu gros, un gros mot. Hein. Épistémologie, c'est le discours sur la science, le discours sur la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aborder la famille, la réalité familiale, par des biais différents. Par l'histoire, par le droit, par la sociologie, par la politique ou par la philosophie humaine, ce qu'on appelle parfois l'anthropologie. Donc on peut avoir, comme sur bien d'autres réalités, des regards différents sur cette réalité familiale. Or, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est pas juste aujourd'hui, ça fait un certain temps, que l'approche politique de la famille est très liée à une approche sociologique. Hein. Et cette approche sociologique, on va voir, a des répercussions sur la manière dont on a envisager cette réalité qu'est la famille, et notamment ce passage de la famille aux familles. Parce que il faut bien voir que c'est que depuis l'an dernier que le nom a changé, mais en fait ça fait bien longtemps hein, que les ministres ou les premiers ministres parlent des familles à la place de la famille. Alors il faudrait se poser d'abord la question, s'il y a un ministère des familles, c'est bien sûr que cette réalité regarde la vie commune comme telle, intéresse la vie commune, intéresse le bien commun. Stéphane tout à l'heure, Martin Stéphane et Mathieu tout à l'heure aussi l'ont rappelé, hein, la famille est au cœur, bien sûr, de la réalité politique. Donc si l'État s'intéresse à la réalité familiale, c'est bien sûr que se joue dans cette réalité familiale le devenir de la société, le fait que la société perdure. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que la famille a toujours intéressé l'État? Et là, je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire, parce que bien sûr, on a parlé déjà à plusieurs reprises d'Aristote. Hein. Aristote dit qu'effectivement, la cellule initiale de la cité, c'est la famille, mais il faut bien se rendre compte que pendant très longtemps, la famille avait une consistance propre et n'intéressait pas directement le pouvoir politique. La réalité familiale intéresse le pouvoir politique à partir du monde moderne. Hein. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire qui sera un peu longue, mais on pourrait dire que c'est l'État royal, à partir du XVIe siècle, qui commence à s'intéresser au mariage, qui jusqu'alors était une réalité, et je parle évidemment dans le cadre de la chrétienté médiévale hein, et donc européenne, c'est dans cette perspective que l'État va commencer à s'intéresser au mariage, dans une sorte de rivalité mimétique avec l'Église, et notamment
pour intervenir sur cette logique qui était au cœur du sacrement de mariage, qui était la logique du consentement. Le problème, c'est que la logique du consentement n'arrangeait pas le droit familial qui était fondé sur le droit des pères, et finalement, c'était les pères, pater familias, qui déterminaient le mariage. Et la logique ecclésiale, qui progressivement est rentrée dans les mœurs, c'est qu'effectivement, le mariage est fondé sur la liberté des époux, sur le consentement des époux. Et donc, peu à peu, est montée en puissance cette puissance de l'État, cette réalité de l'État pour réguler d'abord le mariage, puis progressivement la famille. Et c'est au moment de la Révolution et du Code civil que, évidemment, s'est déployée pleinement cette conception, on pourrait dire familialiste, promue par l'État. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que la politique familiale telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est vraiment institué après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 1945-1946. Enfin, en fait, elle avait commencé déjà un peu avant, pendant le régime de Vichy, mais elle s'est pleinement développée avec ce qu'on a appelé l'État-providence. Or, il faut bien comprendre que dans la logique de l'État-providence, l'État a besoin d'un outil pour comprendre la réalité sociale et la réalité notamment familiale. Et c'est là où l'État va demander de plus en plus aux sociologues de fournir des informations sur la réalité familiale, son évolution, justement dans une perspective d'État-providence qui porte bien son nom, c'est-à-dire dans une perspective à la fois de promouvoir la famille, qui était le but évidemment avéré d'une politique familiale, mais aussi bien sûr dans le but de subvenir à des difficultés au sein de la réalité familiale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir des années 60, il va se mettre en place une sorte de circuit entre l'État, dans cette logique d'accompagnement des réalités familiales, notamment de leur fragilité, et d'autre part, de cette observation sociologique de la société, qui va amener progressivement à modifier le droit de la famille et progressivement instaurer en fait le passage d'un modèle familial à des modèles familiaux. C'est-à-dire qu'on va considérer que le modèle familial qui était promu par l'État, notamment dans le Code civil, va apparaître de plus en plus comme, j'allais dire, prenons-l'eau. Il va avoir de plus en plus, avec la logique de la révolution culturelle, et puis la logique de l'individualisation, qui d'ailleurs est en partie due à l'État-providence, qui peu à peu nie les solidarités naturelles, et notamment les solidarités familiales. Ce processus d'individualisation de la famille va engendrer peu à peu des grandes fragilités dans les réalités familiales. Et dans la logique de l'État-providence, il s'agit bien sûr d'accompagner les individus en souffrance et peu à peu d'aider les familles en difficulté. Et donc, progressivement, le mot modèle peut avoir deux sens. Le modèle, dans un sens, disons, classique, le modèle, c'est quelque chose qui est exemplaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui promeut, attire et apparaît comme quelque chose vers quoi on doit tendre. Mais dans une perspective sociologique, le modèle peut être simplement une construction, ce qu'on appelle un idéal type, qui va essayer de rendre compte d'une réalité. Et donc on va progressivement, dans un regard sociologique, amener à dire le modèle qu'on va rebaptiser traditionnel, est un modèle, certes, mais il va falloir élaborer d'autres modèles pour comprendre cette réalité mouvante à partir des années 60-70, qui va aller toujours plus en s'accélérant, et cette diversification des réalités familiales. Et donc, progressivement, la sociologie, mais en interaction avec le pouvoir politique et notamment l'administration, qui évidemment en France a un poids très très important sur ces questions en bon état-providence, progressivement, on va aboutir à cette conception selon laquelle on ne peut plus parler de la famille, ou alors on va dire le modèle familial
traditionnel, mais justement ce modèle familial traditionnel va apparaître de plus en plus comme excluant et discriminatoire. Ce qui évidemment dans une logique d'État-providence apparaît comme impossible, hein, puisque par définition la logique de l'État-providence doit accompagner les personnes. Et donc peu à peu on rentre dans une logique que moi j'appelle la logique du pompier pyromane. C'est-à-dire au service d'un accompagnement des personnes, des individus, notamment dans leur perspective familiale, en fait, on va de plus en plus, par la modification du droit et le fait qu'on va de plus en plus donner de la visibilité à ces réalités qui vont, cette réalité donc diverse, qui va effectivement accompagner et on pourrait dire encourager et légitimer cette diversité, de telle manière qu'on arrive à une solution, enfin pas une solution, mais une situation, pardon, où le modèle familial, entre guillemets, traditionnel, apparaît comme une possibilité parmi d'autres, mais évidemment cette possibilité parmi d'autres, si l'État se prenait de lui redonner, on pourrait dire, un caractère exemplaire au sens d'un modèle, au sens exemplaire du terme, bah, évidemment, tout le monde créerait en disant qu'est-ce que vous faites des autres familles, etc. Donc on voit ici que la logique du ministère des familles s'enracine depuis plusieurs décennies dans une évolution sur le long terme et par lequel, d'une certaine manière, le présupposé fondamental de cette conception, bien sûr, c'est que la famille est donc la famille, ou plutôt les familles, sont des constructions sociales diverses. Il n'y a pas de réalité naturelle de la famille. Hein, l'idée même de parler d'une nature de la famille, justement, va apparaître comme ce que je disais au début, c'est-à-dire de l'essentialisme, c'est-à-dire de durcir, de figer une réalité qui est beaucoup plus complexe. Et l'enjeu, évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est de retrouver les mots pour essayer de rejoindre nos contemporains dans la diversité de leur situation. Il ne s'agit pas de les juger, il s'agit de les rejoindre dans leur diversité et essayer de retrouver profondément qu'est-ce qui se joue dans la réalité familiale et qu'est-ce qui permet de dire que la diversité des situations familiales, d'une certaine manière, tire leur signification familiale du lien avec ce qu'est la famille. La famille au sens où la famille correspond profondément aux exigences du cœur de l'homme. Les exigences du cœur de l'homme, c'est justement de vivre dans l'unité, ce désir de transmettre la vie, d'éduquer des enfants. Et comme l'a dit Mathieu et comme Martin Steffen le disait tout à l'heure aussi, c'est dans cette réalité familiale, avec toutes ces difficultés, que finalement l'être humain peut se réaliser et peut trouver les moyens de se réaliser pleinement. Mais là, on voit bien que l'intelligence de la diversité des réalités familiales se tire profondément du fait que l'être humain, l'être humain, de par sa sexuation, de par le fait qu'il est soit homme, soit femme, ne peut transmettre la vie que avec une personne de l'autre sexe. Et évidemment, c'est dans cette unité, ce désir d'unité, c'est ce désir d'unité, qui peut se réaliser justement par l'autre. Et cette réalité familiale, on voit bien que, évidemment, elle est remise en cause par le constructivisme lié à la technologie. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui veut nous faire croire que finalement la réalité familiale peut être une construction purement juridique liée à la volonté individuelle. Et le problème aujourd'hui, c'est que la logique de l'État-providence, le familialisme, est au service de cet éclatement des réalités familiales et se met au service de cette vision constructiviste qui évidemment apparaît comme tout à fait légitime aujourd'hui en raison de la puissance de la technologie, des technosciences, qui effectivement rend possible toutes sortes de possibilités qui évidemment avant ne pouvaient pas exister. Donc là on voit bien qu'il y a un enjeu essentiel pour que chacun d'entre nous puissions faire mémoire de ce que nous avons profondément
de ce à quoi nous aspirons profondément, de vivre dans l'unité cette réalité familiale, et que c'est dans cette mesure-là que nous allons pouvoir retrouver le véritable sens de la famille et comprendre que la famille, justement, permet d'avoir une compréhension de ce que sont les diverses familles, avec tous les aléas historiques et biographiques des personnes, mais que finalement, il y a cette aspiration profonde du cœur de l'homme. Je vous remercie.